Oui, bonjour, Rémi Pugelon, je suis le président du mouvement de la ruralité, j'étais candidat aux élections régionales dans cette belle région. J'ai été aussi le membre du collectif anti-éolienne sur l'estuaire de la Gironde, porté par Énergie Nouvelle. J'aurais plusieurs questions, des questions environnementales et de santé notamment. Combien de kilos de terres rares y a-t-il dans chaque éolienne que vous allez mettre en place? Quelles conséquences des pollutions sanitaires et environnementales par ces terres rares? Et sur quelle distance peut-on retrouver des nanoparticules de terres rares? Quid aussi des contaminations des mollusques, de la faune halieutique, des moules, des huîtres, non seulement avec les terres rares, mais aussi avec l'aluminium. Combien d'aluminium par vos anodes, s'il y a des anodes d'aluminium, seront relargués par ce parc dans ce champ éolien? Si mes calculs sont justes, on doit dépasser les 956 tonnes sur 25 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur des milliers de tonnes dans l'océan. Je voudrais bien savoir que peuvent faire ces nanoparticules d'aluminium sur la santé humaine et sur la faune halieutique. Ensuite, quelles conséquences de la consommation de ces nanoparticules si on consomme les moules et les huîtres qui peuvent être potentiellement contaminées? On note aussi dans votre dossier, alors je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, une absence d'observation de nuit sur la faune migratrice. Vous êtes cantonné à la faune des oiseaux marins, mais je voudrais vous rappeler, moi qui suis chasseur, que sur cette zone-là, à des distances conséquentes, jusqu'à plus de 100 km, nous avons des migrations d'oiseaux, des anatidés, des canards, des anséridés, des oies et des passereaux. Vous savez, le phare de Cordouan, ce petit phare, avec sa petite lumière, a fait l'objet de nombreuses observations de mortalité d'oiseaux. Les éoliennes terrestres, en Espagne, le parc éolien terrestre, il y a 10 ans de ça déjà, source BirdLife, Espagne, pas les chasseurs, il y a les écologistes, 18 millions d'oiseaux tués. Vous savez, un parc comme celui-là, sur la plus grande voie de migration des oiseaux, partant de nuit noire ou par brouillard, je vous laisse imaginer la quantité d'oiseaux qui vont passer de vie à trépas sur cette zone-là. Ensuite, juste pour madame, les câbles électriques, les champs électromagnétiques. Y aura-t-il absence totale de champs électromagnétiques sur ce câble? Moi qui suis un observateur et qui suis les parcs éoliens terrestres, je constate de nombreuses personnes avec des phénomènes d'électrosensibilité, des mortalités animales proches des parcs éoliens, où on a certains parcs qui, au lieu d'être totalement alimentés en cuivre, sont alimentés en aluminium. Donc je voudrais avoir la garantie de votre part qu'il y a une absence totale de champs électromagnétiques. Voilà, je vous remercie. Alors, on va être vigilant que toutes les questions soient... N'hésitez pas à redire s'il y a une absence sur une question. Oui, merci monsieur de vos questions. Je finirai peut-être par la dernière et je passerai la parole à Pierre-Emmanuel Vos. Donc, s'agissant des champs électromagnétiques, donc je ne peux pas vous garantir qu'il n'y en aura pas. Tout transit d'électricité, que ce soit chez vous, quand vous séchez les cheveux ou vous allumez votre micro-ondes, émet des champs électromagnétiques, c'est ainsi. Voilà, donc ce sera le cas évidemment dès lors qu'on achemine du courant dans ces câbles de haute et très haute tension, puisqu'on parle de haute et très haute tension. En revanche, comme je vous l'ai dit, ils sont systématiquement enterrés, que ce soit sous le fond de la mer ou le fond terrestre. Il n'y a donc pas de pylône. Donc ce ne sont déjà pas les mêmes champs électromagnétiques que ceux qui peuvent être liés au projet dont vous pouvez parler ou dont vous avez pu avoir connaissance par ailleurs. Même si on peut en parler aussi, il y a beaucoup d'études, un suivi qui est mené par RTE, évidemment surtout ça, on suit ça de très très près. En tout cas, pour ce projet-là, pour ces câbles de raccordement, donc enterrés ou ensouillés, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour chaque projet, une fois qu'on le connaît, on sait quel raccordement on va faire, où, quand, comment, etc., on va faire des modélisations et que ceci sera confirmé ensuite, le cas échéant si c'est décidé, par des mesures de suivi pour vérifier que nos modélisations sont correctes. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'on est partie prenante d'un certain nombre de projets de R&D avec d'autres parties prenantes. L'IFREMER a fait pour nous une synthèse bibliographique de ce qui se passe ailleurs sur les parcs en fonctionnement en Europe du Nord et dans le monde. Ce qu'il en ressort, c'est que les champs électromagnétiques ne sont pas un enjeu pour l'environnement au sens très large, c'est-à-dire la vie faune et encore moins la santé humaine. On a pu faire récemment des mesures sur les câbles existants en France. Et il s'avère que les champs électromagnétiques sont de l'ordre de quelques micro-Tesla, donc c'est l'unité de mesure applicable pour ces champs électromagnétiques-là, et ils sont mesurables à 1 mètre au droit du câble. Les câbles sont ensouillés
plus d'1 mètre en général. Donc ça veut dire qu'on ne sent quasiment plus rien, plus aucun champ électromagnétique dès qu'on s'éloigne du câble en tant que tel, en fonction de là où il est posé. Et ça a donc été confirmé par des mesures récentes, faites par des tiers, des scientifiques. C'est pas RTE qui a pu le faire, même si on fait aussi à la demande, quand les maires le souhaitent, par exemple, c'est tout à fait prévu par la réglementation. On peut faire des mesures s'il y a des inquiétudes sur nos ouvrages, mais en général, c'est plus des liaisons aériennes que des câbles enterrés, parce que là, il y a encore moins d'émissions, on va dire, pour des liaisons aériennes. Voilà, très rapidement, donc il ne devrait pas y avoir de sujet d'électrosensibilité pour les gens et pour la biodiversité, des impacts qui sont qualifiés de faibles à négligeables aujourd'hui pour l'ensemble des projets qu'on a vus tout à l'heure. On en a une quinzaine qui sont en cours de déploiement ou de construction sur toutes les façades, donc on commence à avoir un bon retour d'expérience sur le sujet. Et bien sûr, il peut y avoir des questions scientifiques qui se posent sur certaines espèces. Voilà, les espèces migratrices, par exemple, ou les espèces électrosensibles. Donc là, on parle bien de la biodiversité marine. Il peut y avoir des questions. Il y a des projets en cours de R&D également. Et ça peut être des choses qui sont discutées dans le cadre de ce débat, et c'est bien naturel. Sur la partie terrestre aussi ? Il n'y a pas de projet de R&D, parce que comme je vous disais, dès lors qu'on enfouit le câble à plus de 1 mètre, il y a quasiment plus rien, si vous voulez, ou à 1 mètre au-dessus, c'est-à-dire là où on mesure en général les émissions. Ma question est très précise, madame. Vous savez que sur le territoire, sur le parc des Quatre Seigneurs, à Nausée... Alors, attendez, on va vous donner le micro. C'est une question extrêmement sensible et très précise. J'annonce pas des choses comme ça par hasard. Le parc des Quatre Seigneurs à Nausée, il y a aussi dans l'Aisne, il y a plusieurs parcs éoliens aujourd'hui où il y a des vaches de plus de 700 kg qui meurent. Il y a des phénomènes d'électrisation par des failles, notamment la géologie est importante parce qu'elle conduit par l'eau. Et donc les animaux avec leurs sabots, aujourd'hui, des gens ont perdu plus de 300 vaches par exploitation. Et donc il y a aujourd'hui des référés qui sont devant les tribunaux, justement parce qu'il y a des suspicions entre les champs électromagnétiques, les contaminations de terrain et des animaux qui meurent. Et les éleveurs, ce ne sont pas le bon sens paysan, je vais vous dire par là, et c'est pas pour rien que l'État est très sensible sur ce dossier-là, et c'est pour la raison pour laquelle je vous demande de nous préciser si effectivement, d'un bout à l'autre, il n'y aura pas de champ électromagnétique. Alors, on a une possibilité, vous avez un petit papier, on va vous le donner pour ceux qui manqueraient, pour poser des questions qui seront remises sur le système questions-réponses du site internet du débat public. Et l'État a l'obligation d'y répondre dans les 15 jours, 3 semaines. Et si vous nous laissez votre mail, on vous adresse votre réponse pour vous dire quand la réponse est arrivée. Et dans tous les cas, si vous nous laissez le mail, vous aurez les suites du débat. Mais si vous voulez vraiment approfondir un sujet, pour ne pas laisser d'ombre sur un sujet. On peut redonner la parole à Orange Humain. Et après, on n'oublie pas que vous aviez 3 autres questions qui concernent Pierre-Emmanuel Vos. Donc là, monsieur, vous avez fait référence à un dossier qui est tout autre, c'est un parc éolien terrestre, ça n'est d'ailleurs pas un raccordement RTE, donc je ne vais pas plus c'est pour ça que vous parlez de la partie terrestre. Oui, tout à fait. Mais moi, je vous répondais sur les ouvrages de raccordement qui sont prévus pour ce projet. En l'espèce, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura des champs électromagnétiques, mais qui seront très très rapidement indétectables, puisqu'ils sont enterrés sous le fond, qu'il soit marin ou terrestre. On pourra vous fournir, si vous le souhaitez, des modélisations quand on en saura un petit peu plus sur le projet en tant que tel, ou vous donner davantage d'éléments sur le sujet. Mais en l'espèce, on ne peut pas vraiment comparer l'exemple auquel vous faites référence, et qui effectivement, on sait que c'est important et sensible, avec le projet dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comparable. On pourra en parler après si vous le souhaitez, monsieur. Alors, monsieur Vos, pour les autres questions que monsieur avait posées. Oui, merci beaucoup pour votre question, monsieur. Moi, je commencerai en disant que, bien sûr, vous avez tout à fait raison, il s'agit d'un projet industriel, et que, comme tout projet industriel, il a ses risques industriels associés. C'est vrai pour la réalisation d'une route, c'est vrai pour, même quand on prend sa voiture, on peut avoir une fuite d'huile, c'est vrai pour un projet nucléaire, c'est vrai pour beaucoup de choses. Attendez, non, mais je continue. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il faudra prendre en considération dans le cadre du projet. Donc, effectivement, on utilise des terres rares dans les éoliennes pour les aimants permanents.
Et toute l'idée, c'est de poursuivre tout ce qui est développement industriel aussi sur ces aspects-là, avec tous les progrès qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, il y a un point important dans l'éolien qui est le recyclage des pales, qui elle aussi posé problème jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on a Siemens Gamesa qui ont sorti une pale 100% recyclable. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Donc, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, tout comme pour le cas des aimants permanents, ils sont également réutilisables. On a aussi la possibilité d'utiliser des courants induits pour essayer d'éviter l'utilisation de l'aluminium pour lutter contre la corrosion. On a des peintures antifouling qui se développent petit à petit aussi, donc pour protéger contre la corrosion, qui contiennent moins de biocides pour essayer de préserver aussi l'environnement. Mais tout ça, effectivement, vous avez raison, c'est des questions extrêmement importantes qui vont devoir être débattues déjà dans le cadre du débat et ensuite qui vont devoir être prises en compte dans la préparation du cahier des charges avec l'industriel pour essayer de minimiser au maximum l'impact que vous pourrez avoir sur l'environnement avec ce type de projet. Pour ce qui est de vos remarques sur l'avifaune migratrice de nuit, alors on prend évidemment en considération l'avifaune dans son ensemble pour ce qui est de la migration, mais aussi des espèces locales. Peut-être qu'on peut, ça fait peut-être une entrée en matière pour montrer la carte des enjeux environnementaux de la zone. Alors, en tout cas, on a aussi remarqué qu'il y avait des chiroptères qui étaient migrateurs de nuit et qui allaient également sur la zone se nourrir. Donc voilà, c'est des choses qui vont également devoir être prises en considération très sérieusement. Voilà, c'est une projection avec vulgarisation à la clé de la carte où se situe notre zone d'études en mer. On a effectivement un enjeu avifaunistique très important, en particulier sur 3 couloirs de migration, un qui longe la côte, un qui longe l'île d'Oléron sur sa partie ouest, et un 3e qui est plus loin en mer. Donc ces 3 couloirs de migration, il sera très intéressant et très important de les prendre en considération au moment du développement du projet. Par ailleurs, on a un enjeu très fort de cétacés à l'ouest de la zone, donc derrière les petits tiretés que vous voyez orange et bleu. Et on a également un enjeu sur les élasmobranches, tout ce qui est requin et raie dans cette région. Tout ça, on l'a travaillé dans une étude bibliographique environnementale, donc c'est celle qui est mise à votre disposition. Et peut-être pour faire un petit point sur les études, je ne sais pas si tu peux passer à l'autre transparent. On va avoir une approche des études par un maillage du plus large au plus serré. Donc ce qu'on a proposé dans le cadre du débat public, c'est une étude environnementale bibliographique. Donc on a la chance et la malchance, et on en parlera peut-être dans un parc naturel marin. Donc on a utilisé toute la connaissance qu'avait le parc pour essayer de dresser au mieux l'image initiale de ce projet d'un point de vue bibliographique sur une maille très large, une grande zone, bien plus large que la zone d'étude qui est proposée en mer. Donc, dans le cadre des études environnementales, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre du débat public, on va discuter de zones préférentielles d'installation, comme vous l'avez compris, dans cette zone d'études en mer, d'un ou de 2 parcs. Si ce projet perdure, on va ensuite avoir 18 mois à 2 ans d'études in situ sur ces zones préférentielles. Donc, on va aller faire des campagnes de mesure et on va affiner notre connaissance de l'environnement local avant l'installation des éoliennes. Ce travail va rentrer dans le détail de la pose d'une éolienne, des éoliennes par éolienne. Donc on va pouvoir aller vérifier aussi la qualité des habitats et la qualité des espèces rencontrées exactement à l'endroit où on posera les éoliennes, si elles sont posées bien sûr. Et donc là, ensuite, on aura fait cet état actuel de l'environnement. Celui-ci va nous servir dans le cadre de la préparation du cahier des charges qui sera remis aux industriels qui vont vouloir se positionner sur le projet. Eux-mêmes dresseront une étude d'impact avec RTE en bonne et due forme, qui sera suivi par les services de l'État en termes d'instruction. Et donc on aura une autorisation préfectorale d'exploiter ou non sur la base de l'ensemble de ces études. Donc un travail vraiment important à faire, d'une part avec vous dans le cadre du débat public pour le choix des zones préférentielles, et aussi a posteriori sur la préparation, l'installation du ou des parcs, s'ils se font, de façon à être le moins impactant possible. Je tenais à vous dire aussi que dans ce cadre-là, pour le suivi du parc éolien en mer, qui est donc fait par le biais du Conseil maritime de façade, qui rassemble l'ensemble des socioprofessionnels de la façade sud-atlantique. On a construit une commission spécialisée qui rassemble les socioprofessionnels spécifiquement sur l'éolien en mer et qui va suivre toutes les mesures éviter, réduire et compenser qui vont entrer dans le cadre de ce projet. Et on lui a associé un conseil scientifique dédié
qui est composé d'une vingtaine de scientifiques qui sont issus des laboratoires Liens à La Rochelle, EPOC à Bordeaux et du centre Biarritz du centre de la mer à Biarritz. Donc on leur a proposé notre étude environnementale bibliographique pour le moment. On va les associer à l'ensemble des études qui sont préparées dans le cadre de l'état actuel de l'environnement et jusqu'à la pose des éoliennes en mer. Combien de tonnes d'aluminium? Ah, les terres rares. Combien de terres rares? Si Alors, vous faites le choix oui. d'éoliennes avec des terres rares, combien par éolienne? Et est-ce que le gouvernement, l'État, les ministères concernés peuvent garantir l'innocuité des contaminations aux terres rares pour les humains et les animaux? Alors, je vous propose que vous, comme M. Picot vous l'a proposé tout à l'heure, que pour ce qui est du kilogramme de terres rares utilisées dans une éolienne, vous posez votre question, parce que je n'ai pas forcément la réponse là tout de suite maintenant, mais c'est promis, on vous apportera la réponse. Après, la question est le problème, c'est la production des terres rares, elle est faite aussi ailleurs que chez nous, donc c'est un impact qui peut être aussi à l'étranger. Hein. Tout ça, c'est importé, parce qu'une fois que les terres rares sont transformées en aimants permanents, a priori, il y a un moindre impact sur l'environnement, en tout cas chez nous. Donc c'est quelque chose qu'on prendra en considération vos questions et on vous apportera la réponse dans les 15 jours. On note de notre côté de vérifier que la question soit bien dans notre système et si vous nous donnez votre mail, on fera en sorte que vous ayez, sachant que les réponses sont consultables par tous, hein, mais juste pour vous assuriez que vous ayez la réponse complète sur la question des terres rares et sur la question de l'aluminium pour notamment dans les pieds qui sont